Bonjour, bienvenue dans Express Orient. Au programme cette semaine. En Syrie, le front Al-Nosra fait un retour remarqué sur le devant de la scène. Le groupe profite de l'affaiblissement de l'organisation de l'État islamique après les raids de la coalition. Les prothèses coûtent cher, trop cher pour ces réfugiés syriens qui ont été amputés après des bombardements ou à cause de balles perdues. Mais les nouvelles technologies leur apportent un peu d'espoir. Et puis, on l'appelle le roi du scandale. Pourtant, Alexandre Polikevitch nie toute tentative de provocation. Lui veut juste bousculer les préjugés en assumant ce qu'il est et sa passion pour la danse orientale. En Syrie, les conquêtes sur le terrain ne sont plus seulement le fait de l'organisation de l'État islamique. Le groupe a subi des dommages importants après les attaques de la coalition, laissant le champ libre à ses concurrents, notamment le front Al-Nosra, qui a participé récemment à la conquête de la ville stratégique de Jisr al-Chougour. Ils entrent vainqueurs dans la ville. Ces combattants islamistes ont pris le contrôle de Jisr al-Chougour, un des plus importants bastions du régime syrien. Parmi ces hommes figurent ceux du front Al-Nosra, affilié à Al-Qaïda. La prise de cette ville stratégique du nord-ouest intervient après un repli progressif de la ville, de l'armée régulière. Mais cela marque-t-il pour autant le retour au premier plan d'Al-Nosra en Syrie ? Il y a 6 mois à peine, avec des moyens limités et peu d'armes, le groupe ne semblait plus pouvoir rivaliser avec l'organisation État islamique. Mais celle-ci a perdu du terrain après les bombardements aériens de la coalition menée par les États-Unis. Un recul dont a profité le front Al-Nosra en prenant le contrôle de la grande ville d'Idleb. La prise d'Idleb n'a pu se faire qu'après que Jabhat al-Nosra a donné l'image crédible d'être le seul groupe de combattants capable de gagner du terrain contre l'armée. Le soutien des communautés locales a permis au groupe d'échanger des informations sur les environs d'Idleb. Al-Nosra chercherait à renforcer sa présence en Syrie en prenant le contrôle d'un plus grand territoire. Mais le groupe islamiste reste limité en nombre de combattants. N'oubliez pas que Jabhat al-Nosra vient de l'étranger. Il a donc fallu à ses combattants gagner la confiance en remportant des succès militaires et politiques en Syrie. Et tout cela n'a pas pu se faire sans nouer des alliances avec des groupes déjà présents dans le pays. La prise de Jisr al-Chougour vient prouver l'efficacité de ces alliances. L'armée régulière, elle, semble marquer le pas après 4 ans de guerre sans interruption. Au Yémen, l'Arabie saoudite dit en avoir fini avec l'opération Tempête décisive et pourtant, sur le terrain, les frappes aériennes continuent. Quelle est réellement la stratégie de Riyad au Yémen ? Pourquoi l'Arabie saoudite s'implique-t-elle autant dans ce conflit ? Élément de réponse avec Natacha Vesnich. Cette maison a été détruite dans un bombardement de la coalition arabe. Pourtant, l'Arabie saoudite l'assure, l'opération Tempête décisive est bel et bien terminée. Les objectifs qui ont été définis dès le départ ont été réalisés. Protéger la légitimité du président yéméni, détruire les capacités militaires des milices Houthis qui continuent à attaquer les villes et dissuader et détruire leurs capacités pour attaquer les voisinages du Yémen et en premier lieu les frontières de l'Arabie saoudite. Sur le terrain, la réalité semble bien différente. Malgré la destruction annoncée de leurs capacités militaires, les miliciens houthis continuent de se battre sans relâche. Quand on regarde la réalité sur le terrain, c'est une emprise persistante de la milice houthi jusqu'aux abords d'Aden. Pour l'instant, les Houthis ne se sont pas revenus dans leur fief traditionnel du nord, du Yémen septentrional, loin de là. Et donc se pose la question d'une sortie de crise par des discussions et des négociations. L'Arabie saoudite voudrait-elle une solution diplomatique ? Cette sortie de crise par le dialogue semble improbable puisque les Houthis mettent une condition à toute négociation, l'arrêt total des bombardements de la coalition. Et Riyad ne semble pas prête à abandonner la guerre par procuration qu'elle mène au Yémen contre l'Iran chiite. Une confessionnalisation du conflit qui a pour conséquence de renforcer Al-Qaïda dans la péninsule arabique. Il y a un phénomène d'implantation durable, et il est d'autant plus durable dans la configuration actuelle que finalement, aux yeux de beaucoup de sunnites,
Al-Qaïda, qui revendique son identité sunnite, se présente, faute de mieux, j'allais dire, comme le seul instrument finalement susceptible éventuellement de faire obstacle à la pression aux chiites houthis. Les Houthis, un ennemi commun qui met de facto l'Arabie saoudite et Al-Qaïda dans le même camp. Une alliance de circonstances qui n'est pas pour plaire au plus grand allié de Riyad, les États-Unis, qui se retrouvent seuls à lutter contre Aqaba au Yémen. Ils sont près de 200 000 à avoir été amputés depuis le début de la guerre en Syrie. Des combattants, des civils aussi, notamment des milliers d'enfants qui ne pourront plus jamais marcher ou jouer, d'autant que le coût d'une prothèse dépasse les 20 000 €. Mais depuis peu, il existe une alternative grâce aux imprimantes 3D. Reportage à Amman de nos correspondants en Jordanie. Rajé a perdu ses 2 jambes dans un bombardement en Syrie. Depuis quelques mois, ce jeune Syrien de 13 ans vit dans un centre de rééducation en Jordanie. La bombe lui a aussi tranché tous les doigts de sa main gauche. Ce matin-là, Rajé reçoit une visite, 2 hommes venus lui apporter une prothèse d'un nouveau type. Il n'y a aucune solution bon marché en Jordanie. Généralement, on leur donne une prothèse uniquement esthétique, et même celle-là coûte au moins $300. Et donc, cette main qu'on a fabriquée avec une imprimante 3D en utilisant du polyélastomère coûte moins de $10 à faire. Des imprimantes 3D au service des 200 000 Syriens amputés de guerre. C'est l'idée de David, un Américain diplômé de Cambridge. Pour l'aider, Hassem, un ancien infirmier de la rébellion. On travaille maintenant à imprimer en 3D des gaines spécialement pour ma jambe en fibre de carbone. Il a été grièvement blessé dans le bombardement de son ambulance. Son combat aujourd'hui, ramener de l'espoir à des enfants comme Rajé. C'est ici que tout a commencé dans cette pépinière d'entreprise à Amman. Depuis moins de 3 mois, cette équipe modélise les membres blessés et imprime des pièces de main artificielles. Une technique qui serait à la portée de tout le monde. C'est la toute première main que j'ai faite. Après juste un mois d'apprentissage de la 3D, j'ai fait celle-là. Le but de ce projet est d'amener ces prothèses imprimées en 3D dans un réseau de logiciels libres, et plus particulièrement dans une zone qui en a vraiment besoin, la Syrie. La Syrie, mais aussi l'Irak ou le Yémen. Cet hôpital accueille les blessés de tous les pays en guerre au Moyen-Orient. Zaïn, un Yéménite de 6 ans, a été gravement brûlé dans un incendie. Et Sam lui a fabriqué une prothèse à l'effigie de son dessin animé préféré. Un prototype destiné aussi à convaincre le personnel de l'ONG qui gère l'établissement. L'acceptation de la prothèse est du coup bien meilleure. L'enfant ne l'a pas quitté depuis qu'on lui a donné il y a une semaine. Cette technique-là, pour nous, est pleine de promesses. Une technologie bon marché qui pourrait soulager les peines des réfugiés blessés de guerre, délaissés par les principaux bailleurs de fonds et pourtant de plus en plus nombreux en Jordanie. Un portrait à présent, celui d'un homme qui n'a pas choisi la facilité. Alexandre Polikevitch est danseur et sa spécialité, c'est le badali, plus connu sous le nom de danse du ventre. Un art traditionnellement réservé aux femmes, mais que ce Libanais réinvente et réincarne en bousculant les idées reçues. Julien Cheida. Alexandre n'aime pas parler de danse du ventre. Lui préfère le terme égyptien de baladi, qui signifie du pays ou du terroir. Voilà 10 ans qu'il enseigne cette danse ancestrale, traditionnellement réservée aux femmes. Il tente aujourd'hui de la faire renaître, non comme un art de la séduction, mais comme un moyen d'expression politique. J'essaie de porter un message, ne serait-ce qu'humain. Mais arrêtons avec ce ventre et l'érotisme et ne voir cette danse que du prisme d'une femme qui exciterait un homme avec une danse lascive. Et en tout cas, quel est le sens d'une danse où son costume dénude le corps dans des sociétés qui se voilent de plus en plus? Le chorégraphe revendique son homosexualité. Au gré des robes et des costumes,
il raconte un pan de son histoire. Il exprime les blessures, les brimades quotidiennes dans une société libanaise traditionnaliste. Après des études à Paris, c'est à Beyrouth, dans sa ville natale, qu'il a choisi d'exercer son art. Il est ici en pleine répétition à quelques heures du spectacle. Son message s'adresse avant tout à un public arabe. Même si on dit que nos sociétés sont arriérées et sous-développées, elles aiment la différence. Le corps avec ses mouvements ne change pas d'un homme à une femme. Aujourd'hui, par exemple, il y a des préjugés sur les femmes rondes. Je ne pense pas être apprécié parce que j'ai une approche moderne de cette danse, mais tout simplement parce que je la danse bien. Surnommé le roi du scandale, Alexandre Polikevitch aime provoquer à travers la danse, pour casser les hypocrisies, dit-il, mais aussi pour libérer les corps dans un monde arabe encore très conservateur. Voilà, c'est la fin de ce numéro d'Express Orient. La semaine prochaine, vous retrouvez Myriam Amellal Lalmas. À très bientôt sur France 24.